Bonjour, mesdames, messieurs. Je me nomme Jesse Caron. Je suis l'expert automobile de CA Québec. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour qu'on parle de véhicules électriques d'occasion. À CA Québec, nous, évidemment, on a une expertise dans le domaine de l'inspection des véhicules et aussi des conseils qu'on peut donner à nos membres et au grand public sur les véhicules usagés. Alors, on a décidé de l'appliquer plus spécifiquement aux véhicules électrifiés. Alors, moi, en tant qu'expert automobile de CA Québec, je m'occupe des des essais routiers de véhicules neufs, de tout acabit, que ce soit des véhicules à essence ou des véhicules électrifiés. Et on a décidé, avec le concours de nos collègues des services conseils automobiles, de monter une présentation plus spécifique sur les véhicules d'occasion. Alors, j'en profite pour remercier Maxime Dubois, dont vous voyez le nom à l'écran, qui est agent au service conseil automobile, qui travaille avec moi aux affaires publiques de CA Québec. Et c'est lui qui a monté tout le squelette de la présentation que vous voyez là. Donc, on le remercie. Et peut-être que à l'occasion d'un salon, quand on pourra bien entendu se réunir physiquement, bien, on pourra vous livrer cette conférence-là à deux. Alors, allons-y. Donc, place aux véhicules électriques d'occasion. C'est clair qu'il y a une hausse du nombre de véhicules électriques dans le parc automobile, surtout au Québec. On voit qu'il y a maintenant plus de 80 000 véhicules électriques sur les routes et ce nombre-là a continué d'augmenter malgré la pandémie. Donc, peut-être qu'il y a eu une légère inflexion ou une baisse là, de l'augmentation, de la croissance, mais elle a toujours resté bien vivante. Donc, c'est important de le dire. Il y a des véhicules électrifiés dans la plupart des catégories maintenant. Ce n'est pas comme en 2011, alors qu'il y avait le modèle qui est à l'écran, la Nissan Leaf, à peu près seulement celle-là et la Chevrolet Volt, qui était une voiture électrique à autonomie prolongée. Maintenant, il y en a partout, de 40 à 50 modèles, et ça continue. Là, seulement hier, GM a dévoilé sa super camionnette Hummer 100% électrique, qui va être bonne pour presque 600 km d'autonomie avec une très grande puissance. Évidemment, ce n'est pas le genre de véhicule que vous allez retrouver sur le marché d'occasion du jour au lendemain, mais ça montre que les constructeurs s'investissent dans ce domaine-là, ça c'est sûr. L'autonomie, elle aussi, elle est en croissance, ce qui fait que maintenant, les véhicules électriques, ce n'est pas seulement des véhicules secondaires, hein, c'est des véhicules principaux. Et je suis certain qu'il y a plusieurs d'entre vous qui êtes déjà bien au courant de ce fait-là. Les véhicules d'occasion, par contre, c'est une bonne façon d'apprivoiser les véhicules électrifiés pour ceux qui trouveraient peut-être encore le prix d'achat, le prix d'entrée un peu fort là, pour un véhicule électrique neuf. On sait qu'on peut récupérer une bonne partie et même de l'argent supplémentaire dépensé au départ et même plus quand on garde le véhicule neuf longtemps. Mais les véhicules d'occasion, c'est une bonne façon d'y accéder. Des avantages au quotidien pour les véhicules électrifiés, il y en a toute une panoplie. Le premier, l'économie d'essence ou d'énergie, devrait-on dire, parce que dans certains cas, il n'y a plus d'essence qui est impliquée. Dans le cas d'un Toyota RAV4 hybride classique, même pas la version rechargeable qui a été lancée récemment, on parle, selon Ressources naturelles Canada, d'une économie de 576 par année en essence ou en énergie. Donc, évidemment, on multiplie ça par le nombre d'années de propriété et on voit que rapidement, on peut aller récupérer le supplément qu'impose la version hybride par rapport au modèle à essence. L'entretien aussi l'entretien aussi coûte beaucoup moins cher, oui, avec un véhicule électrique. On parle d'environ 500 par année, au moins 500 par année, ou si on veut, 50 des coûts d'entretien d'un véhicule à essence pour ce qui est d'un véhicule 100% électrique. Ce n'est pas pareil dans le cas d'un rechargeable parce qu'il demeure un moteur thermique avec des composantes à entretenir supplémentaires. Mais dans le cas d'un véhicule 100% électrique, c'est particulièrement frappant, l'économie d'entretien. Les performances sont au rendez-vous, les accélérations instantanées, le silence, qui est toujours la première chose qu'on remarque quand on a la chance de rouler en mode tout électrique. Le confort est accru dans l'habitacle parce qu'il y a toutes sortes de moyens, par exemple, de faire chauffer ou climatiser le véhicule d'avance. Là, on arrive plus dans le chauffage que la clim, mais c'est possible de le faire aussi. On a accès aux traversiers de la Société des traversiers du Québec gratuitement. Le véhicule, pas les personnes, donc il reste quand même certains coûts à débourser, mais au moins le véhicule, lui, passe gratuitement. Les voies réservées sont accessibles quand vous avez une plaque verte et que vous voyez le fameux symbole
la petite voiture encerclée, si on veut, en vert, bien, vous pouvez passer dans ces voies-là. Et les ponts à péage sont gratuits dans le cas des autoroutes 25 et 30. Donc, pour certains utilisateurs ou usagers du réseau routier québécois, c'est d'autres économies qu'on peut faire là. Maintenant, on va s'attarder en premier à bien distinguer les types de véhicules électrifiés. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet des modèles d'occasion, on va quand même départager les différents types qui existent. Donc, les véhicules 100% électriques, c'est des véhicules qui sont munis d'un moteur électrique et d'une batterie au lithium-ion qu'on recharge simplement à partir du réseau. Donc, il n'y a évidemment aucun moteur thermique. L'autonomie passe d'environ 200 jusqu'à 600 km pour un nombre croissant de modèles. Là, on est dans le rayon de 4 à 600 km et pas seulement des modèles très chers. Ça répond aux besoins, aux besoins de déplacement prévisibles et même plus parce que le réseau l'infrastructure de recharge ne cesse de croître elle aussi. Donc, mais pour les déplacements prévisibles, c'est vraiment sans aucune inquiétude qu'on peut se servir d'un VE. Il n'y a pas d'émissions polluantes et ça, c'est la qualité première de ces modèles-là, ça, c'est sûr. Des modèles, des exemples qu'on connaît bien, il y a la BMW i3, il y a la Chevrolet Bolt EV que vous voyez en ce moment, le Hyundai Kona électrique, la Kia Niro EV, la Nissan Leaf, bien sûr, des modèles. Il y a également des modèles plus performants, plus sportifs pour ceux qui ont les poches un peu plus creuses. La Porsche Taycan qu'on a eu l'occasion d'essayer, vous irez voir sur le site caquebec.com/essai routier. C'est un essai quand même assez enlevant. La Volkswagen e-Golf, les Tesla, bien sûr, comment ne pas les nommer. Donc, des véhicules 100% électriques, c'est ça qui se vend le plus maintenant. Donc, les ventes de ces véhicules-là ont dépassé celles des modèles hybrides rechargeables et c'est important de le noter. On y arrive justement aux hybrides rechargeables. Donc, des modèles qui ont bien entendu le moteur électrique, la batterie au lithium-ion. Par contre, cette batterie-là, elle est plus petite que dans le cas d'un 100% électrique, mais plus grosse que dans un véhicule hybride classique. Donc, on parle d'un modèle qui fonctionne, qui joue un peu sur les deux tableaux. Le moteur à essence est là, il peut propulser directement la voiture lorsque la batterie est déchargée. Mais si on a une batterie pleine charge, c'est là qu'on réalise le meilleur potentiel d'économie avec ces véhicules-là, parce qu'on peut rouler de 20 à 80 km en mode électrique. Et ça, pour plusieurs personnes, c'est amplement suffisant pour les besoins de déplacement quotidiens. Oserait-on dire encore plus en ces temps incertains où plusieurs personnes, comme moi-même, travaillent de la maison. Alors, il n'y a pas d'émissions polluantes quand on roule en mode 100% électrique. Il y en a, évidemment, quand le moteur à essence prend le relais, mais il y en a moins en tout et partout que dans un véhicule 100% essence. Alors, un modèle que vous voyez à l'écran, c'est le Kia Niro. Vous vous souvenez que je l'ai nommé juste avant comme modèle 100% électrique. Bien, il existe en 100% électrique, mais il existe aussi en hybride rechargeable et en hybride classique. Donc, il y a des constructeurs comme Kia et Hyundai qui ont décidé d'offrir les trois options, donc pour servir une plus large clientèle. Évidemment, des fois, il y a des défis d'approvisionnement, puis il y a sûrement certaines personnes d'entre vous qui le savaient déjà, mais les trois modèles sont offerts en théorie. Il y en a d'autres, hein, Toyota Prius Prime, ça c'est un véhicule très connu. La Subaru Crosstrek hybride rechargeable, la diffusion est un peu plus confidentielle, mais elle existe. Pour ceux qui ont besoin de beaucoup d'espace, il y a la Chrysler Pacifica hybride. Il y a Ford qui revient avec l'Escape hybride rechargeable avec des petits délais. Bon, ce n'est pas nécessairement toujours évident de mettre ces véhicules-là en marché où certains constructeurs décident de prioriser des modèles plus lucratifs, mais le modèle est dans les cartons et ça, il faut bien le noter. Maintenant, les véhicules hybrides classiques, c'est la troisième catégorie de modèles électrifiés. C'est des modèles dont le moteur à essence demeure la principale source de puissance. Donc, on ne peut pas rouler vraiment en mode 100% électrique, sauf peut-être 1 ou 2 kilomètres si on a le pied vraiment, vraiment léger, qu'on n'accélère pas, qu'on n'essaye pas de suivre le flot de la circulation, mais on va être capable de temps en temps. Mais le but premier du moteur électrique puis de la batterie, qui est souvent située sous les sièges, où elle est plus petite en fait, c'est d'assister le moteur à essence. Et ça marche bien. Ça marche bien. J'ai eu l'occasion d'essayer la Toyota Venza récemment, qui est un modèle 100% hybride, un multisegment à 5 places. Et ça arrivait très souvent que le véhicule, on roulait à 90-100 km/h et il était en mode électrique parce qu'il y avait une demande légère de puissance. Donc, ça fonctionne et ça fait baisser
la consommation d'essence. Je reviens à la Venza, ou au Venza dont je parlais. Quand on peut compter sur une consommation de 6 litres et demi au 100 pour un modèle de 1800 kilos, c'est quand même intéressant pour ce type de véhicule-là. Et les mêmes économies, on peut les appliquer à l'échelle. Dans le cas, par exemple, de la Prius que vous voyez, 4 litres au 100 km, ça se fait très bien sans faire d'efforts particuliers. Le Ford Escape hybride, il existe en rechargeable, mais il existe aussi en version classique. Il y a la Hyundai Ioniq, encore une fois, la Kia Niro, par exemple, qui sont des modèles qui peuplent la catégorie des modèles hybrides. Donc, on va récapituler rapidement. Il y a des 100% électriques, il y a des hybrides rechargeables et il y a des hybrides classiques. Il y a certains modèles qui proposent plus d'un type d'électrification et j'ai nommé la Kia Niro, la Hyundai Ioniq, où les trois options sont offertes. On peut penser aussi à la Toyota Prius qui existe en hybride classique et quand on lui ajoute le suffixe Prime, c'est un modèle rechargeable. Et c'est un peu la même recette que Toyota applique d'ailleurs à son multisegment RAV4. Bon, un petit segment que vous allez voir apparaître dans la présentation à quelques reprises, quelques craintes fréquentes. Donc, en voici une question qu'on reçoit de temps en temps, puis qu'on entend même assez souvent. Est-ce qu'il faut finir par remplacer la batterie à haute tension d'un véhicule électrifié? La réponse, c'est très rarement. Pardon, parce que les batteries au lithium-ion et les moteurs électriques sont généralement très durables. En fait, le pire ennemi d'une batterie, et ça compte aussi pour les batteries 12 volts qu'on a dans les véhicules à essence classiques, c'est la chaleur, c'est pas le froid. Alors, quand les véhicules sont dans des climats très chauds, ça use les batteries plus rapidement. Par contre, le refroidissement de ces batteries-là s'améliore sans cesse. Les batteries qui sont refroidies au liquide, qui sont plus courantes dans les véhicules électrifiés, généralement se montrent plus résistantes que celles refroidies à l'air. On dit bien généralement parce que selon les conditions d'utilisation, la manière de conduire le véhicule, la façon dont on le recharge, tout ça peut varier. On note peu de bris soudain des batteries. Par contre, il faut bien spécifier qu'il va se produire une dégradation graduelle et normale de la capacité des batteries. On parle de 2 à 3 de perte de capacité par année. Et ça veut dire que si vous avez 400 km en commençant, à mesure que vous allez rouler avec le véhicule, dans 5 ans, il va peut-être vous en rester 350, puis dans 10 ans, il va vous en rester 300. Donc, c'est normal. Et si vous avez, comme à peu près tout le monde, un téléphone intelligent, vous avez remarqué aussi que ça se produit plus vite dans le cas des téléphones et une chance parce qu'un téléphone, c'est peut-être cher, mais c'est pas mal moins cher qu'une voiture. Donc, il y a ce phénomène-là qu'il faut noter. On va comprendre ensemble le fonctionnement d'un véhicule électrifié, mais en quelques diapos seulement. Donc, le freinage régénératif, on tient à vous en parler parce que tous les véhicules électrifiés en sont munis. C'est une caractéristique qui est très importante parce que quand on décélère, donc quand on relâche l'accélérateur ou quand on freine légèrement, à ce moment-là, la rotation du moteur électrique s'inverse et on récupère de l'énergie pour la retourner dans la batterie. Ça permet de conserver l'autonomie et dans certains cas de gagner peut-être 1 ou 2 petits kilomètres de temps en temps. Mais c'est surtout efficace en ville parce que justement, on décélère puis on a besoin de freiner quand même assez souvent, ou en terrain montagneux où les pentes descendantes aussi permettent au système de s'activer. Ça donne aussi un frein moteur automatique et ça veut dire que dans plusieurs modèles, maintenant, on peut conduire sans toucher au frein. On pense à la Nissan Leaf avec sa e-pedal, donc la fameuse pédale là, en fait, la pédale d'accélérateur, quand on la relâche et qu'on a activé le mode e-pedal, on n'a presque jamais besoin de toucher au frein en conduite normale et le véhicule va s'arrêter. Les Tesla, les BMW sont très agressives aussi en matière de freinage régénératif. Il y a d'autres modèles comme la Chevrolet Bolt qui a une palette derrière le volant qui permet de l'activer à volonté. Ou encore, les Hyundai et les Kia, elles, ont aussi des palettes, mais qui permettent d'ajuster le degré d'agressivité ou en fait d'intensité du freinage régénératif. Donc, tout ça peut être réglé dans plusieurs cas, mais ça reste très pratique et ça fait en sorte, bien sûr, que les freins mécaniques sont beaucoup moins sollicités. Donc, on verra plus tard que ça a du bon, ça, mais qu'il faut quand même garder un œil sur les freins mécaniques pour pas qu'ils s'usent prématurément. On va y revenir. En ville, un véhicule électrique, c'est là qu'il est le plus efficace.
Parce qu'en mode de 100% électrique, quand on roule en ville, on consomme moins d'énergie que sur l'autoroute. Donc, c'est le contraire d'un véhicule à essence. Donc, c'est quand on a des déplacements à faire à plus long cours qu'on va aller drainer plus rapidement l'énergie de la batterie. Par exemple, en ville, si on a dans l'indicateur d'autonomie un 50 km qui est affiché, bien, peut-être que finalement, on va avoir, quand on roule en ville, ça va nous en prendre seulement 30 pour parcourir la distance parce que le freinage régénératif travaille beaucoup puis il conserve l'autonomie. Par contre, sur l'autoroute, on pourrait remarquer le phénomène inverse. Et ça, ce sont des exemples. Ce n'est pas quelque chose qui s'applique mot pour mot d'un véhicule à l'autre. Mais si on a 50 km d'autonomie, ben peut-être que finalement, ça va en prendre 80 pour parcourir notre 50 km de distance à faire. Donc, vous voyez un peu le portrait. L'indicateur d'autonomie s'ajuste en temps réel, en temps continu dans les véhicules, avec plus ou moins de précision selon les modèles, mais ça demeure un outil fort essentiel pour savoir où on s'en va avec ça. On revient à nos craintes fréquentes. En voici une question qui nous arrive, là, notamment par l'entremise des services conseils automobiles. Est-ce qu'on peut s'électrocuter en maniant le connecteur d'une borne de recharge? Bon, je pense que vous me voyez venir. Hein? La réponse, c'est un non, un gros non, parce que finalement, le courant ne passe qu'une fois que le connecteur est branché à la voiture. Donc, sinon, il ne peut rien arriver. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'on peut facilement, bien entendu, laisser un véhicule branché à la pluie, les bornes, les câbles, les boîtiers de recharge, tout ça est bien protégé contre les éléments. Et il y a certaines personnes qui vont dire, ben voyons, on savait déjà ça, mais c'est bon de le rappeler aux gens qui connaîtraient peut-être un peu moins le fonctionnement d'un véhicule. On y arrive à nos fameux véhicules d'occasion. Donc, on va vous expliquer un peu comment on vous conseille pour choisir le bon véhicule d'occasion. La classique phrase qui s'applique au choix de n'importe quel véhicule usagé, neuf ou même pour n'importe quel bien de consommation, il faut analyser ses besoins. Et dans ce cas-ci, précisément, bien, il y a des éléments à considérer. Est-ce que la voiture va être le véhicule principal du foyer? Est-ce qu'il y aura des équipements lourds à transporter? Combien de passagers on va avoir généralement dans le véhicule? Quelle autonomie sera nécessaire? Est-ce qu'on a des longs déplacements moins prévisibles ou on a un rayon d'action plus limité avec notre véhicule? Est-ce que c'est possible d'installer une borne résidentielle à la maison? Et ça aussi, on va voir tantôt que c'est une donnée importante dans l'équation. Y a-t-il une prise 120 volts à l'extérieur de votre habitation? Ça aussi, c'est une question à poser. Est-ce que vous pouvez brancher le véhicule au travail quand vous fréquentez le bureau? Ben, ça aussi, ça peut aider à prendre la décision. Et finalement, est-ce que vous vous déplacerez plus en ville ou sur l'autoroute? On revient un peu au rayon d'action dont on parlait tout à l'heure pour l'autonomie. Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser pour ne pas choisir trop vite un véhicule qui nous conviendrait peut-être un peu moins. On va faire une petite comparaison de coûts maintenant. Dans la colonne de gauche, vous voyez que la valeur marchande est plus élevée pour les véhicules électriques d'occasion qu'elle l'est pour les équivalents à essence. Et là, on a pris 3 modèles qui existent en version électrifiée, puis en version 100% essence. Dans le cas du modèle 100% électrique, c'est la Kia Soul EV. On a été voir les coûts dans le guide HebdoBook qui permet d'établir les valeurs marchandes des véhicules d'occasion parmi d'autres outils. Là. Nos amis des services conseils automobiles ont trouvé que la version électrifiée se vend 3 800 $ plus cher qu'une version EX à essence de la même année avec un kilométrage similaire. Si on regarde chez l'hybride rechargeable, le Mitsubishi Outlander PHEV 2018, lui, coûte 7 400 $ de plus qu'un modèle à essence régulier. Puis évidemment, ça, c'est des valeurs moyennes. Vous pourriez trouver autre chose si vous allez voir vous-même les petites annonces. Et dans le cas de l'hybride classique, bien, le RAV4 hybride 2017 de Toyota coûterait 2 200 $ de plus environ qu'un modèle à essence, toujours avec le même kilométrage puis un équipement qui se ressemble. Comme je le dis, vérifiez les petites annonces, vous allez peut-être voir ces chiffres-là, ces données-là varier un peu. Ou encore, si vous êtes membre CA Québec, vous pouvez appeler les services conseils auto qui ont accès à plusieurs outils pour aider à déterminer cette valeur-là.
Donc, une valeur marchande plus élevée d'un côté, mais de l'autre côté, comme on le disait tantôt, une consommation d'énergie beaucoup plus faible. Dans le cas du modèle 100% électrique, la Kia Soul EV, selon Ressources naturelles Canada, consomme 1 771 de moins d'énergie par année que la EX à essence. Donc, vous voyez, votre 3800, ce n'est pas long. En 2 ans et des poussières, vous allez l'avoir récupéré. Dans le cas de l'hybride rechargeable, le Outlander PHEV, lui, consomme 785 de moins par année d'énergie. Et l'hybride classique, on l'a vu tantôt un peu, c'est 572 de moins pour le RAV4 hybride par rapport au modèle à essence. Ceci fait en sorte qu'on rentabilise assez rapidement la plupart des modèles. Dans le cas du 100% électrique, ça va prendre, comme je le disais, un peu plus de 2 ans et on va être, en bon français, rentré dans notre argent en achetant la version électrique. Dans le cas du Outlander PHEV, mais c'est un peu plus long, hein, c'est 9 ans, mais ça peut se faire quand même. Et encore une fois, selon la façon de conduire, selon l'idée qu'on puisse le brancher très souvent ou encore qu'on fasse des longs parcours sur l'autoroute qui sollicitent plus le moteur à essence, bien, ça va venir jouer là, dans ce calcul-là. Ça, c'est bien entendu. Et dans le cas de l'hybride de Toyota, donc le RAV4, bien, on parle de moins de 4 ans pour rentabiliser. Et ça, c'est sans compter les coûts d'entretien réduits pour les véhicules 100% électriques et tous les autres avantages qu'on a mentionnés tout à l'heure quand on utilise le réseau routier au Québec. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut choisir un véhicule d'occasion d'un œil avisé? C'est bien vérifier la garantie. Souvent, on a tendance à prendre pour acquis qu'il y a une garantie de 8 ans, 160 000 km sur le rouage électrique et la batterie à haute tension. C'est vrai pour plusieurs modèles, mais il y a quand même parfois des garanties qui sont un peu plus longues, un peu plus courtes. Et ça, pour le savoir, là, il y a un outil précieux qui est sur le site web de CA Québec et qui est accessible à tout le monde. C'est l'étude annuelle, notre étude annuelle de CA Québec là, sur les garanties des véhicules neufs. Même si vous achetez un véhicule usagé, vous pouvez retourner dans les années, par exemple, pour un modèle 2015, 16, 17 et voir c'était quoi la garantie d'origine. Et depuis quelques années, on a vraiment mis l'accent sur les véhicules électrifiés pour savoir, en fait, connaître les petites particularités. Et on a trouvé que il y avait des modalités qui ne sont pas toujours très, très claires. Et ça nous a un peu surpris, puis on trouve ça important de vous le partager. Par exemple, chez BMW, quand on vous dit qu'on va vous remplacer la batterie si elle fait défaut, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on va corriger la perte excessive de capacité. Est-ce que c'est en mettant de nouvelles batteries, une batterie réusinée, en réparant la batterie si une telle chose est possible? On ne le sait pas. Donc, c'est un peu flou. Du côté de Chevrolet, on va vous dire que la batterie va être neuve ou remise à neuf avec au moins 60 de la capacité d'origine selon l'âge et le kilométrage. Encore une fois, comment ces modalités-là vont être appliquées si jamais la batterie fait défaut? Bien, c'est difficile de le savoir avant d'avoir les deux pieds dedans. Et chez Nissan, bien, on dit qu'on va réparer ou remplacer la batterie par une neuve ou une remise à neuf. Et ça va se produire si la capacité a 9 barres ou plus. Si elle a moins que 9 barres, bien là, qu'est-ce qui va arriver? 9 barres sur 12, là, c'est la capacité maximale de la batterie après une pleine charge. Mais encore une fois, il faudra qu'une personne malchanceuse qui aura un problème avec sa batterie pose la question au concessionnaire. Donc, quand même, il y a des éléments à vérifier. Ça se trouve dans le manuel du propriétaire, mais on vous en donne un aperçu, un portrait assez complet là, quand vous allez consulter l'étude sur les véhicules, sur les garanties des véhicules neufs, qui est accessible à tous. Très simple, caquebec.com et dans le moteur de recherche, inscrivez garantie véhicule neuf, vous allez tomber dessus. Alors, notre recette CA Québec pour clore le chapitre Comment bien choisir un véhicule d'occasion. Si vous parcourez des longues distances, vous n'êtes pas tout le temps en mesure de prévoir, vous n'êtes pas sûr si vous allez avoir des bornes de recharge sur votre chemin, bien, une voiture hybride rechargeable, électrique à autonomie prolongée, comme la Chevrolet Volt notamment, ou encore une 100% électrique avec une autonomie plus longue, ça pourrait mieux vous convenir. Si vous parcourez des distances plus courtes, plus prévisibles, bien, à ce moment-là, vous allez être correct, vous allez même être très heureux avec une voiture 100% électrique. Et ce que vous faites quand vous parcourez des plus longs trajets, bien, vous n'avez pas besoin de garder un véhicule à essence dans le fond de votre entrée de cours. Là. Vous pouvez tout simplement aller en louer un.
C'est sûr qu'il faut faire la démarche d'appeler le locateur et tout, mais pour 2, 3 fois par année, vous allez assurément économiser beaucoup d'argent en entretien, notamment, puis en immatriculation. Et si vous tenez à avoir 2 véhicules dans votre foyer, vous en avez besoin de 2 pour en utiliser un deuxième à l'occasion en même temps, mais vous gardez le véhicule à essence pour les longs trajets ou la fin de semaine quand le véhicule électrique, vous constatez qu'il ne suffira pas ou quand vous avez plus de marchandises à transporter. Ou encore, mais puis la semaine, vous le prenez seulement quand vous en avez besoin pour aller, par exemple, dans un marchand de matériaux de construction, puis vous gardez le véhicule électrique pour tous vos autres déplacements et c'est comme ça que vous allez le rentabiliser. On revient à nos quelques craintes fréquentes. Nos craintes fréquentes, cette fois-ci, c'en est une qu'on entend souvent, celle-là. Est-ce que je vais pouvoir me rendre à destination l'hiver? Parce qu'on se demande, hein, on sait que les batteries l'hiver, on a dit tantôt que c'est la chaleur qui les dégradait, mais c'est au froid que l'autonomie diminue davantage. Alors, la réponse est simple. Oui, vous allez pouvoir aller n'importe où l'hiver, mais vous allez devoir peut-être un peu plus planifier vos trajets. La température idéale pour un véhicule électrifié, on parle de 15 à 25 degrés Celsius. Quand on est en Arizona, quand on est dans certains États des États-Unis, ça va très bien parce qu'il n'y a pas vraiment d'hiver. Ici, ben, on se dirige en plein dedans. Puis à ce moment-là, ben, c'est sûr que l'autonomie va baisser. Quand il fait moins 25 degrés ou moins, bon, c'est assez rare, mais ça arrive, l'autonomie peut baisser jusqu'à 40 à 50 par rapport au chiffre de départ. Mais ça, quand il fait moins froid, bien, évidemment, ça va être un peu moins pire. Et ça, c'est un constat qu'on a fait, nous, durant nos essais routiers à CA Québec, durant ceux qu'on fait avec le public dans les salons de l'auto à Montréal et à Québec depuis 2013, qui n'auront pas lieu malheureusement en 2021, mais on vous attend dans le détour pour les prochains après cette damnée pandémie. Alors, on a constaté que c'est ce qui se produit. Puis, il y a une étude du pendant américain de CAA, qui est le triple A, qui confirme aussi ces observations-là. Ça repart souvent à la hausse, par contre, où ça se stabilise, cette perte d'autonomie-là, quand on roule et que le chauffe-batterie s'active. Donc, il faut quand même relativiser un peu. Et on a un truc, ben, c'est de laisser la voiture branchée avant de partir. Comme ça, ben, on est sûr qu'elle est à pleine charge. Et puis, on active la borne 20 à 30 minutes avant de partir et on est certain donc de profiter de l'autonomie maximale du véhicule, même quand il fait froid, maximal, le maximum que la batterie va pouvoir donner, ben, on va l'avoir. Maintenant, on veut dénicher le véhicule d'occasion idéal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on a accès à un rabais gouvernemental. Il y a une subvention qui existe pour les véhicules d'occasion et c'est important de le mentionner d'entrée de jeu. On parle d'un rabais de 4 000 qui s'applique seulement à plusieurs conditions et ça aussi, il faut les mentionner. Le véhicule doit être un modèle 100% électrique seulement. Donc, si vous voulez un hybride rechargeable d'occasion, mais vous allez devoir vous passer de la subvention, malheureusement. Le véhicule doit avoir seulement 3 ou 4 ans, pas plus vieux, pas plus récent non plus. Donc, ça limite encore les possibilités un peu. Il ne faut jamais qu'il ait été immatriculé au Québec non plus parce que le gouvernement ne veut pas avoir donné déjà un rabais sur le véhicule neuf puis devoir en donner un autre pour le véhicule d'occasion. Dommage, mais c'est une condition qui est là. On oublie aussi certains constructeurs, Kia, Mitsubishi, Mercedes-Benz ou Smart et Volkswagen. On les oublie depuis le 1er janvier 2020 parce que la garantie d'origine n'est pas valide au Canada. Alors, malheureusement, c'est une condition importante d'avoir une garantie quand même. Et ces constructeurs-là ont décidé de ne pas l'appliquer ici quand le véhicule vient des États-Unis. Pas de rabais. En fait, là, je veux corriger, pas de Kia, Mitsubishi, Mercedes, Volkswagen qui viennent des États-Unis, parce que celles qui viennent d'ailleurs au Canada, mais il n'y a pas de problème. La garantie d'un modèle canadien s'applique évidemment dans toutes les provinces. Il n'y aura pas de rabais 2 fois sur le même véhicule non plus. Donc, s'il a déjà été vendu une fois en modèle d'occasion, ben, il n'y aura pas un deuxième rabais qui va pouvoir s'appliquer. Et la transaction doit se faire auprès d'un commerçant. Alors, plusieurs points quand même à respecter, mais il y a quand même 4 000 qui sont disponibles et il y a des commerçants qui se spécialisent dans
dans la recherche et la préparation de véhicules électriques d'occasion qui sont conformes à toutes ces conditions-là. Vous allez en trouver facilement là, sur les sites web ou dans les petites annonces. Chez un marchand, donc justement, des sites web de marchands ou de groupes de marchands qui peuvent être intéressants à visiter, bien, il y a ceux d'Occasion en Or qui regroupent les membres de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec, la CCAQ, et il y a le site autousager.ca qui regroupe les membres de l'Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec. Pourquoi ces deux-là en particulier? Parce que ce sont des marchands sérieux qui sont membres de ces associations-là, qui respectent des codes d'éthique et leur site permet aussi plusieurs critères de recherche qui facilitent donc la démarche. Il y a de plus en plus de choix. Là, on a relevé environ 3% des annonces sur chacun des deux sites qui concernaient des véhicules électrifiés. Et ça correspond grosso modo à la part de marché de ces modèles-là dans le parc automobile du Québec, qui est au plus autour de 2,5 %, mais ça peut se ressembler. Ces deux associations-là, bien, nous, on en est partenaires et on offre aux membres CA Québec un service de conciliation en cas de litige. Et ça peut faciliter beaucoup les choses pour trouver un terrain d'entente si jamais, malheureusement, il y a un pépin puis on réussit moins à s'entendre avec le marchand. Je vois des petites questions apparaître, donc je vais me permettre d'y répondre. Il y a Mireille qui nous demande si la garantie d'origine est toujours transférable aux nouveaux propriétaires d'un véhicule d'occasion. La réponse, c'est oui. Ces garanties-là, peu importe que le véhicule soit électrifié ou non, ça se transfère toujours sans aucune condition et sans aucun frais. Donc, il n'y a aucun souci à se faire de ce côté-là. Vous pouvez dormir tranquille. Mais on parle vraiment de la garantie d'origine. Donc, s'il y a une garantie prolongée, bien là, les conditions sont parfois différentes et là, il faut aller voir les contrats de garantie. Mais par exemple, si vous achetez vous êtes intéressé par une Kia Soul EV 2017 qui est garantie 5 ans, donc jusqu'en 2022, cette garantie-là de Kia va suivre automatiquement. Il y avait Marie-Claude aussi qui nous avait demandé ce qu'on pensait de la Kia Soul pardon, ou de la Kia Niro 2020 comme modèle d'occasion. Ben, si vous trouvez une 2020 usagée, bravo, parce que même dans les cours des concessionnaires, ces modèles-là sont très rares à l'état neuf. Donc, mais ce sont des modèles qui sont bien pourvus, qui ont une longue autonomie, qui se déplacent très bien aussi, qui sont pratiques, qui ont montré leur fiabilité malgré certaines questions là, par rapport aux batteries dans des modèles du groupe Hyundai Kia. Alors, on a tous entendu parler de la Kona qui s'était enflammée dans un garage à l'île Bizarre, si je ne me trompe pas. Malgré tout ça, les constructeurs prennent ça au sérieux, appliquent des mesures. Il y a un rappel qui s'en vient probablement, si ce n'est pas déjà fait. Et le reste du véhicule, ça fonctionne très, très bien. Mais vous pouvez reculer un peu plus loin pour la Soul. Vous allez avoir un peu moins d'autonomie, mais vous allez avoir le même rendement intéressant en général. Je vais continuer un peu. Les questions s'accumulent. On va y arriver dans les différentes sections. Donc, pour trouver un véhicule chez un marchand, bien, on en a parlé. Et il y a des vérifications essentielles qu'il faut faire quand on achète un véhicule d'occasion, que ce soit, encore une fois, électrique ou pas électrique. Il faut appeler ou il faut vérifier sur le site Internet. On peut appeler, mais ça va mieux de le faire sur Internet. Du registre des droits personnels et réels mobiliers. Ça, c'est le RDPRM. Et ça permet de savoir s'il y a un lien financier sur le véhicule qu'on veut acheter. Autrement dit, est-ce qu'il y a un prêt qui est lié, dont le véhicule est en garantie et qui n'aurait pas été remboursé à 100 %? Mais c'est comme ça qu'on peut le savoir. Consultation qui coûte à peine quelques dollars. On regarde aussi du côté de Carfax pour avoir un rapport d'historique, pour savoir notamment si le véhicule a déjà été accidenté, s'il a été entretenu chez le concessionnaire. Il faut faire attention parce que les accidents mineurs qui n'ont pas fait l'objet de réclamation ne paraîtront pas dans le rapport. Mais tout ce qui a fait l'objet, qui a passé par une compagnie d'assurance, vous devriez le voir apparaître dans le rapport sans aucun problème. On fait aussi appel au service conseil automobile de CA Québec ou encore aux petites annonces pour en revenir à la valeur marchande dont on a parlé il y a quelques instants. Une chose qui est primordiale, c'est l'inspection mécanique. C'est une étape essentielle et je
le mot est en gras, mais si j'aurais dû le mettre plus gros et le faire clignoter, c'est une étape essentielle pour acheter l'esprit tranquille ou pour permettre de négocier le prix d'un véhicule d'occasion. Comme pour tous les véhicules usagés, les électriques ont des freins, ont des suspensions, des pneus, une carrosserie aussi qui sont à vérifier. Et tout ça, bien, ça va être fait par un garagiste consciencieux. Et par exemple, si les freins sont usés à 80 à l'avant, ben là, vous pouvez arriver au vendeur et dire, ben oui, ben moi, vous allez m'enlever 500 dollars, c'est le prix d'un travail de réparation de frein. Bon, c'est une façon de fonctionner et c'est pour ça que c'est si important. Même pour des véhicules qui, en apparence, sont pas très, qui sont légèrement utilisés, comme on dit. Seulement un professionnel peut vérifier les composantes du rouage électrique ou de la batterie. En fait, il y a des appareils qui existent, qui sont disponibles sur des sites comme Amazon, comme eBay, etc., qui permettent de faire des diagnostics. Par contre, est-ce que le diagnostic que cet appareil-là donne est complet? Pas nécessairement. Est-ce qu'on est capable d'interpréter les données comme il faut? Peut-être pas non plus. Donc, on confie le travail à un professionnel pour être sûr de tout savoir. C'est tellement complexe, les communications entre les modules électroniques d'un véhicule, il ne faut pas jouer avec ça. Et finalement, avec certains modèles, bien, on peut même vérifier la capacité puis la santé de la batterie. Puis ça aussi, on va y revenir un peu plus loin. J'ai parlé des appareils de diagnostic bon marché, il faut faire attention. Il faut aussi prendre garde aux véhicules qui viennent du sud des États-Unis, qui pourraient transiter, arriver au Canada. Parce qu'on l'a dit tantôt, les batteries s'usent plus rapidement à la chaleur. Et il faut aussi penser peut-être à vérifier, et ça se fait justement avec les bons outils de diagnostic, si les véhicules ont été branchés souvent sur une borne rapide parce que la recharge rapide à la longue, ça peut favoriser la détérioration prématurée de la batterie, de la capacité. Alors, il faut faire attention aussi à ça. Alors, on a Agnès qui nous demande s'il faut faire vérifier le véhicule par un garagiste spécialisé en véhicules électriques ou encore si un généraliste peut le faire aussi. Alors, ma chère Agnès, vous nous avez devancé, vous avez lu dans nos pensées parce qu'on y arrivait justement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est visiter un des 18 centres d'inspection agréés de CA Québec. Il y en a partout dans la province. On a des formulaires très détaillés qui qui prennent en considération les particularités aussi des véhicules électriques. On peut aussi regarder les 370 garages recommandés CA Québec qui sont aussi répartis partout dans la province. Pour l'instant, on est fiers de le dire, on a 5 garages qui sont spécialisés en véhicules électriques. Vous allez dire, ben là, 5 sur 370, c'est pas grand-chose, mais c'est une formation qu'on a contribué à monter avec les comités paritaires de l'automobile, qu'on a commencé à donner, mais là, vous connaissez le contexte, c'est plus difficile, donc il y a eu une petite pause, mais on a l'intention d'en avoir 20 ateliers comme ça, certifiés véhicules électriques en 2021. Cela dit, si vous connaissez un garage de confiance, vous pouvez très bien apporter le véhicule électrique ou électrifié chez lui. Il devrait avoir, vous pouvez toujours lui poser la question, hein, si vous avez une bonne relation, il va vous le dire s'il y a les outils nécessaires pour faire un bon diagnostic des composantes électrifiées. Mais en principe, tout ça existe, ces outils-là, à l'extérieur du concessionnaire, donc vous ne devriez pas avoir de problème, Agnès, à apporter le véhicule chez votre garage de confiance. Et finalement, les concessionnaires, bien évidemment, ils ont tout ce qu'il faut pour examiner les véhicules de leur marque et il y en a plusieurs qui sont recommandés CA Québec. Donc, on peut aussi s'y rendre en sachant que parfois les taux horaires sont un peu plus élevés, mais ça, c'est à chaque personne de faire son magasinage de ce côté-là. L'inspection CA Québec, je vous disais qu'on avait des formulaires détaillés. Vous envoyez 2 exemples à l'écran. Donc, on examine 180 points dans le cas de notre inspection maxi-route hybride ou électrique. On fait l'essai routier du véhicule, on vérifie le système de gestion de charge des batteries. Le connecteur de recharge aussi passe sous notre loupe. On fait un balayage des différents modules informatisés avec l'aide d'un analyseur-contrôleur ou un scanner, comme on dit. On inspecte aussi la peinture et la carrosserie, puis bien entendu, le système de freinage. Donc, ça aussi, c'est une façon là, de faire qui est très complète. Pour les membres CA Québec, ça coûte 180 $ de faire l'inspection maxi-route.
Pour les non-membres, c'est un petit peu plus cher. Et puis pour les véhicules, les VUS, mais il y a un petit surplus aussi. Mais vous êtes certain que quand vous allez sortir avec ça, avec ce rapport-là, là, vous allez tout savoir. Et le vendeur aussi va être content parce que vous allez pouvoir lui montrer ça, puis il va savoir si son véhicule vaut la peine. Alors, on vient aux quelques craintes fréquentes. Qu'est-ce qui arrive si ma batterie tombe à plat? Hein, ça n'arrive pas souvent, ça, mais ça pourrait se produire. Alors, à ce moment-là, on fait appel à la recharge mobile de CAA Québec. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ce service-là, mais c'est quand même une exclusivité canadienne pour les membres CAA Québec dans les régions de Montréal et Québec. Donc, pour ceux qui ont un véhicule muni d'un port de recharge combo, comme la Hyundai Ioniq qui nous sert à faire la recharge, mais ça va fonctionner. C'est compris dans les services aux membres et c'est très simple. La Ioniq que vous voyez là transfère une partie de son énergie au véhicule qui en a besoin et ça vous permet de retourner à la borne la plus proche sans aucun problème. Si vous n'avez pas accès au service parce que vous êtes à l'extérieur des zones de Montréal et Québec, bien à ce moment-là, bien entendu, si vous êtes membre, on va remorquer votre véhicule jusque chez vous ou jusqu'à la borne la plus proche. Ça fait partie des services qu'on offre. On a Marc-Éric qui nous demande ce qui arrive quand il faut remiser le véhicule 100% électrique pour plusieurs mois. Là, il y a certaines particularités qui sont inscrites notamment dans le manuel du propriétaire concernant le branchement du connecteur. À la voiture, il faut qu'il y ait une recharge qui se fasse de temps en temps. C'est un peu comme une batterie 12 volts. Elle a besoin d'avoir de l'activité, donc on ne peut pas tout simplement la stationner puis arrêter ça là. On est mieux de la brancher. Certaines bornes se programment et c'est le véhicule de toute façon qui va gérer toute cette logique de recharge-là. Donc, il n'y a pas de danger de surcharger la batterie. Et quand vous allez avoir besoin du véhicule, il va être prêt à repartir. Faites attention aux pneus, faites attention à certains autres éléments comme ça aussi. Peut-être surgonfler un peu les pneus, mais ça, c'est bon pour n'importe quel véhicule. Et on vous conseille d'appeler au service conseil automobile, justement, de CAA Québec, pour avoir plus de détails là-dessus. Vous allez me permettre une petite gorgée d'eau, hein, puis après ça, on va reprendre ça. Alors, entretenir un véhicule électrique, c'est aussi une étape clé quand on a un véhicule d'occasion. Donc, dans le cas d'un véhicule 100% électrique, il n'y a pas de vidange d'huile, évidemment, il n'y a pas de remplacement de filtre à air, d'échappement, de bougies, de réservoir d'essence, évidemment, parce qu'il n'y a pas de moteur à essence. Donc, ce sont toutes des étapes d'entretien qu'on s'économise. Il y a moins d'usure pour les plaquettes de frein, et les disques aussi grâce au freinage régénératif. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'y touche pas. C'est très important de nettoyer les freins 1 ou 2 fois par année. Et tantôt, je vous disais là, que le freinage régénératif avait des avantages. Un des inconvénients, c'est que quand les freins sont moins sollicités, c'est sûr que les plaquettes restent bien épaisses. Sauf que si on ne fait pas nettoyer le système, il risque d'avoir de la crasse là-dedans qui va empêcher tout ça d'actionner. Et à ce moment-là, ça peut causer une usure inégale ou prématurée. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est un élément d'entretien très, très, très important. Il faut faire aussi attention aux composantes, c'est-à-dire à la capacité de la batterie de traction, surtout si on a besoin d'utiliser la recharge rapide très souvent. Dans le cas d'un modèle hybride classique ou rechargeable, on parle du même entretien que pour les véhicules à essence. Donc, tout ce que j'ai dit tantôt qui n'était pas là dans un 100% électrique, bien, ça va être là dans un véhicule hybride rechargeable. Même si c'est moins sollicité, il faut faire une vidange d'huile. On ne peut pas outrepasser les limites du calendrier d'entretien et ça, c'est très important. Il faut continuer toujours de le suivre. On surveille la capacité de la batterie de traction et il y a toujours assez peu d'entretien dans le cas d'un véhicule, dans le cas des composantes du rouage électrique. Question intéressante pardon, de la part de Michel pour en revenir à notre Ioniq de recharge mobile. Si je possède une Ioniq, est-ce que je peux moi-même charger d'autres véhicules? Bien, la réponse, c'est non. C'est très altruiste à vous de penser de vouloir faire ça, mais non, ce n'est pas possible parce que nous, dans notre Ioniq de recharge, on a un gros module spécialisé qui va aller chercher l'énergie dans la batterie,
qui va la convertir et qui va nous permettre de passer par le port combo là, pour faire un peu comme une recharge rapide. Mais ça prend vraiment un équipement spécialisé. À qui on peut confier l'entretien? Mais c'est un peu comme pour à qui confier l'inspection d'un véhicule. Il y a nos garages recommandés, il y a des concessionnaires, dont certains sont recommandés CA Québec. Il y a l'atelier de confiance. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un peu le même principe. Si vous connaissez un bon atelier, allez-y sans aucun problème, surtout pour des composantes classiques, communes, là, comme les pneus. N'importe qui, un bon atelier de pneus va vous vendre des pneus, même si c'est un véhicule électrique. La suspension, les freins, l'entretien du moteur à combustion dans le cas d'un hybride rechargeable, c'est à votre choix sans aucun problème. Par contre, s'il y a un pépin particulier qui se produit avec un 100% électrique, ça se peut qu'à ce moment-là, le concessionnaire puisse vous venir en aide un peu plus que certains ateliers. Nos cliniques de vérification de batterie haute tension. Tantôt, je vous ai mentionné un petit peu plus tôt qu'on pouvait vérifier la capacité de la batterie avec certains outils dans certains modèles. Nous, à CA Québec, on s'est procuré cet outil-là et on a lancé donc des cliniques de vérification de batterie qui ont connu beaucoup de succès. 2 cliniques de vérification qu'on a faites. Et là, vous voyez l'image d'une de ces cliniques-là. Bien entendu, c'était avant la pandémie, donc on n'avait pas besoin de masque ou de distanciation à ce moment-là. Et donc, on branche un appareil dans le véhicule et on est capable de savoir justement, ça varie d'un modèle à l'autre, l'information qu'on peut en tirer, mais est-ce que le véhicule est-ce que la batterie conserve une bonne capacité? Est-ce qu'elle est très, très usée? Est-ce qu'elle a été rechargée souvent sur les bornes rapides? Donc, tout ça permet là, de savoir où on en est rendu un peu. Et généralement, dans le cas des véhicules hybrides classiques qui ont un haut kilométrage, comme une Prius 2010, par exemple, qui aurait 200 000 km, on remarque que la batterie commence à être fatiguée. C'est pas grave parce que le moteur électrique est là, et elle va continuer d'avoir assez de charge pour assister le moteur à essence, mais c'est sûr que là, on va peut-être noter une petite dégradation de l'économie d'essence en vieillissant. Pour les autres, bien, généralement, les véhicules récents, on n'a pas noté de problème particulier, puis de capacité, de dégradation trop rapide de la capacité. Donc, ce sont 2 cliniques qui nous ont permis de constater que les modèles, généralement, les batteries sont assez fiables, du moins quand les véhicules sont encore récents. Et là, on va voir ça à mesure que ça va vieillir. On veut en faire d'autres. On en avait prévu dans les salons, dans certains salons, les salons de véhicules électriques. On verra si on peut concrétiser tout ça au printemps 2021, mais on l'espère et on va le faire aussi dans d'autres contextes. Il y a Olivier qui nous demande c'est quoi le lien entre, c'est un peu hors véhicule électrique, mais c'est quoi le lien entre CAA Québec et l'APA? Bien, il n'y en a pas. CAA Québec, c'est une organisation à but non lucratif qui fait de l'assistance routière, mais qui donne aussi des conseils en automobile, en habitation. On a le volet voyage qui est un peu au ralenti, là, on ne vous fera pas de dessin. Puis on a le volet aussi habitation. Puis l'APA, c'est l'Association pour la protection des automobilistes qui, effectivement, publie avec le magazine Protégez-vous un guide annuel auto que j'ai eu l'honneur moi-même de diriger pendant 10 ans, ce guide-là, alors que je travaillais pour Protégez-vous. Donc, on les connaît bien, on les aime bien, puis le point commun qu'on a, nous, avec l'APA, c'est qu'on veut protéger le consommateur. Et de ce côté-là, on s'entend très bien. J'arrive aux pneus à faible résistance au roulement. C'est des pneus qui sont souvent desserris dans les véhicules électrifiés. Donc, des pneus qui vont permettre de réduire la consommation d'énergie pendant qu'on roule, parce qu'ils sont faits justement pour laisser un peu moins avoir un peu moins de friction avec le pavé. Par contre, leur adhérence est parfois un peu plus faible, donc ce n'est pas pour rien que si vous lisez une chronique automobile sur une Toyota Prius, vous allez souvent voir que la voiture n'est pas à son meilleur dans un virage serré pris à haute vitesse, parce que notamment les pneus ne sont pas adaptés à ce genre de conduite-là. Ça donne bien parce qu'il n'y a pas tant que ça de propriétaires de Prius qui les battent là, sur des routes sinueuses. Ils ne sont pas nécessairement plus chers, ces pneus-là, que les pneus ordinaires. Par contre, il faut oublier ça pour l'hiver parce que le principe d'un pneu d'hiver, c'est d'avoir une bonne adhérence avec le pavé, avec l'asphalte ou avec
un pavé qui est humide ou enneigé. Donc, évidemment, on ne veut pas réduire leur adhérence ou leur friction, on veut l'augmenter. Donc, ne cherchez pas des pneus d'hiver à faible résistance. Ça n'existe pas vraiment. Et bien, puis, vous n'avez pas besoin d'en racheter non plus. Vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous voulez avoir un petit peu plus de tenue de route, vous pouvez prendre des pneus un peu plus agressifs, entre guillemets, mais ça va peut-être vous coûter quelques dixièmes de litres au 100 en consommation ou encore faire diminuer votre efficacité énergétique là, dans le cas d'un modèle 100% électrique. Ce qui est toujours important, c'est de garder la cote de vitesse, la dimension et l'indice de charge d'origine parce que les batteries sont lourdes, donc si on compromet l'indice de charge notamment, ça peut causer une usure prématurée des pneus et détériorer le comportement routier. Alors, je vais répondre ici à la question de Maude qui demandait si on peut faire ou si on doit faire des traitements anti-rouille sur un véhicule électrifié. La réponse, c'est oui, vous pouvez le faire faire. Là, ici, on voit quelqu'un qui est en train de laver une voiture. C'est pour faire image. Là, évidemment, l'anti-rouille, ça va en dessous du véhicule, ça ne va pas dessus. Mais bon, oui, c'est possible de faire. Pour un véhicule électrique qui est conservé longtemps, on vous le conseille même, comme pour n'importe quel véhicule que vous voulez garder pendant une longue période. Il n'y a pas de contre-indication pour la carrosserie ni pour la structure. Par contre, il y a certains points auxquels il faut porter attention. Les composants du rouage hybride ou électrique ne doivent pas être enduites d'anti-rouille. Et ça, donc, ça veut dire tout ce qui est connecteur ou câble qui ont de l'orangé, il faut vraiment que l'applicateur, que l'entreprise fasse attention à ces éléments-là. Le manuel du propriétaire, parfois, va dire nous, on ne le recommande pas. Des fois, il va. Mais tu sais, ce n'est pas toujours nécessairement clair. Alors, ce qu'on vous dit, nous, en règle générale, c'est que c'est possible de le faire, sauf s'il y a une interdiction claire et nette. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez appeler le service à la clientèle du constructeur qui va pouvoir vous confirmer ça. Ou encore, appelez-nous au service conseil auto, puis on va faire la recherche pour vous. Puis il y a des bannières sérieuses comme Antirouille Métropolitain, notamment, qui est le partenaire de CA Québec, qui savent comment bien faire l'antirouille sur un véhicule électrique ou électrifié. Donc, il n'y a pas de souci à y aller de ce côté-là. On en revient à nos petites craintes fréquentes. Voilà, je vous ai donné la réponse avant de vous poser la question. Petite erreur du pitcher, comme on dit. Alors, quelques craintes fréquentes. Mon véhicule électrique peut-il griller si la foudre tombe dessus? Alors, la réponse, c'est non. Parce que les bornes de recharge et les prises de courant domestiques, évidemment, sont liées à des disjoncteurs qui vont couper le courant avant qu'il y ait un problème. Et comme on le disait tantôt pour le connecteur, tous les véhicules électriques comportent un système de protection contre une situation de ce genre-là. On en arrive à la recharge et là, je vais passer rapidement. Ça fait presque une heure que vous nous écoutez et on vous en remercie. Mais rapidement, la recharge, il faut quand même en glisser un mot. Est-ce qu'on parle d'une recharge à domicile ou d'une recharge publique? Bien, les deux font la paire. La plus importante, c'est la recharge à domicile. Si vous avez une entrée ou un garage où vous pouvez faire installer une borne, faites-le parce que c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez avoir un véhicule rechargé tout le temps quand vous en avez besoin et ça coûte moins cher que les réseaux publics. Cela dit, les réseaux, justement, qu'il y a sur la route sont très pratiques quand on parcourt de longues distances et qu'on a besoin d'une recharge en route. Les bornes résidentielles, c'est privilégié. Ça ne nécessite pas grand-chose de plus qu'un circuit de 240 volts. Ça peut aller dehors, ça peut aller dans un garage. Ça ne prend pas beaucoup d'espace et c'est compatible avec tous les véhicules sur le marché. Là, pour ce qui est du connecteur, J1772. Donc, retenez qu'une borne 240 volts, ça marche avec n'importe quel véhicule électrifié. Ça coûte entre 800 et 1500 $ pour un bon modèle, plus le coût de l'installation. Et là, il y avait quelqu'un qui nous demandait aussi comment faire ou qui contacter pour brancher, pour acheter une borne de recharge. Bien là, vous pouvez regarder avec un électricien pour la pause et on vous le suggère fortement parce que c'est quand même pas rien. C'est pas donné à tout le monde d'aller jouer dans le système électrique pour passer un câblage de 240 volts, relier ça au disjoncteur et compagnie. Et il y a un paquet d'entreprises qui se spécialisent dans la vente de bornes de recharge. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a des rabais gouvernementaux. C'est un rabais de 600 $ qui s'applique à une borne pour le propriétaire ou le locataire d'un véhicule électrique. Donc, encore une fois, comme je le dis souvent,
Si vous avez un membre de la famille qui a un véhicule électrique et vous voulez lui faire un cadeau en installant une borne chez vous pour l'aider à se recharger quand il vient en visite, ben, il va falloir que vous la payiez au complet. Mais si vous êtes propriétaire du véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion, vous avez accès au rabais pour l'achat d'une borne. Et pour un véhicule d'occasion, ben, c'est pour un nouveau propriétaire puis une nouvelle adresse. Donc, si vous donnez votre Volt 2015 à votre fille, par exemple, ben, il va falloir, puis qu'elle reste encore sous votre toit, et vous n'avez pas de borne encore, ben, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas avoir deux bornes à la même adresse qui profitent du rabais du gouvernement. C'est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et ça pourrait être prolongé, on l'espère. Et pour les membres CA Québec, ils ont accès à un rabais de 3 chez les détaillants Lumen ou encore et en plus, pas ou encore, et en plus, un rabais de 100 à l'achat d'une borne du fabricant Leviton, comme celle qu'on voyait sur la diapositive précédente. La recharge publique, c'est un réseau qui est très, très fourni au Québec. Il y a plus de 6 000 bornes quand on prend tous les réseaux ensemble, 2 300 bornes de niveau 2 chez le circuit électrique, qui est le réseau le plus connu au Québec, 338 bornes rapides au moment où on a fait préparé la présentation la semaine dernière. Et chez Hydro-Québec, on nous promet 160 nouvelles bornes rapides par année d'ici 2029 pour en atteindre environ 1800. Donc, on voit que tout le Québec est couvert. Il y a des superstations avec plusieurs bornes de plus en plus sur les corridors achalandés et ça continue de croître. Ça prend une carte de membre pour avoir accès à la plupart des réseaux, dont le circuit électrique et Flow. Et la gestion du compte se fait uniquement sur le web. Donc, vous devez avoir accès soit avec votre téléphone intelligent ou un ordinateur à votre compte pour déposer des fonds par carte de crédit. Parce que pensez pas d'utiliser la carte sur la borne. C'est une question que reçoivent souvent nos agents des services conseils automobiles qui font le service à la clientèle pour Flow et le circuit électrique. Et la réponse est toujours la même. La carte de crédit ne fonctionne pas à la borne. On s'en sert pour remplir le compte. Et ensuite, on utilise le téléphone intelligent pour partir la borne ou encore la carte de membre. Et la carte, elle est utile pour des moments, par exemple, où vous êtes dans un stationnement souterrain puis vous n'avez pas accès, votre réseau cellulaire et le réseau est très faible. À ce moment-là, la carte vous permet d'accéder au même compte avec les mêmes fonds. Les bornes de niveau 2 publiques, on en trouve un peu partout, très nombreuses. C'est une option qui est moins rapide que les bornes rapides, c'est sûr, mais quand même très pratique et qui permettent de continuer leur chemin. Et c'est beaucoup moins cher que les bornes rapides. Ça coûte 1 de l'heure et c'est facturé à la minute. Donc, c'est quand même abordable si on a un peu de temps devant soi pendant magasinage ou une activité extérieure notamment. Les bornes rapides à courant continu, elles, sont vraiment très utiles quand on a une longue distance à parcourir dans un temps plus limité, mais elles coûtent plus cher, 11,78 de l'heure. C'est facturé à la minute, ça aussi, mais vous voyez que c'est plus de 10 fois plus que pour une borne de 240 volts. Mais ça va vite, donc ça recharge 80 de la capacité de la batterie en 20 à 60 minutes selon la taille de la batterie. Et bientôt, on aura des bornes de 100 kW et plus pour les véhicules compatibles et ça va aller encore plus vite que les bornes de 50 kW qui existent actuellement. On arrive à la toute fin avec une de nos fameuses craintes fréquentes. Est-ce qu'une personne mal intentionnée peut débrancher le connecteur d'une borne pour interrompre la recharge pendant l'absence? Mais la réponse est non, parce que le véhicule bloque le connecteur en place tant que les portières sont verrouillées. Donc, c'est vraiment très, très sécuritaire de ce point de vue-là. Je regarde un peu les questions qui restent. J'ai vu que certaines bornes peuvent être plus sensibles au gel. Qu'en pensez-vous? Nous demande Rodolphe. Effectivement, il y a des bornes qui sont moins adaptées au climat du Québec, des bornes qui sont peut-être fabriquées en Chine ou conçues ailleurs qu'ici, qui ont des boîtiers plus fragiles, des câbles qui sont faits d'une gaine moins flexible. Donc, effectivement, privilégier des bornes conçues au Québec ou conçues dans un environnement qui ressemble au nôtre. Il y a des fabricants à la tonne qui respectent ce genre de normes-là. Il y en a qui sont d'ici même au Québec, comme Heavy Duty, pour ne pas le nommer. Alors, il y a des produits, effectivement, qui sont mieux adaptés que d'autres. Jacques nous demande si un PHEV doit être rechargé par une prise électrique régulière ou si on peut l'utiliser la plupart du temps en mode hybride.
Mais un PHEV, Jacques, vous pouvez recharger ça directement dans une prise de 120 volts, mais ça va être plus long. Ça, c'est sûr. 2 fois plus long qu'avec une borne de 240 volts. Mais si vous avez une quarantaine de kilomètres d'autonomie, c'est pas grave parce que vous pouvez le brancher le soir, puis le lendemain matin, ça va être, pardon, la batterie va être pleine. Si vous utilisez une borne, mais ça va aller plus vite, ce qui permet, par exemple, d'aller faire des courses, de revenir, de recharger le véhicule, de repartir, puis d'avoir du 100 électrique encore pour vos trajets subséquents. Est-ce que vous pouvez l'utiliser en mode hybride? C'est bien certain, mais là, vous allez payer pour une capacité de batterie que vous n'utiliserez pas. Donc, ce qui coûte cher dans un véhicule rechargeable ou dans un véhicule 100 électrique, c'est la capacité de la batterie. C'est ça qui fait augmenter le prix. Donc, si vous achetez un RAV4 hybride régulier par rapport à un Prime, c'est sûr que le Prime a des subventions qui font diminuer son coût, puis c'est intéressant. Mais d'occasion, vous n'avez pas accès à la subvention qui est réservée au modèle 100 électrique. Donc, à ce moment-là, si vous ne pensez pas nécessairement le recharger régulièrement, allez-y pour un hybride classique comme ça. Vous allez avoir quand même une consommation de carburant équivalente et vous n'aurez pas payé pour rien de la capacité de batterie que vous n'utiliserez pas. Manon nous demande si on achète 2 voitures électriques, est-ce qu'on peut avoir la subvention pour chaque borne installée à une même adresse? Mais c'est un peu la même chose, là. Ça va prendre 2 véhicules différents avec 2 noms de propriétaires différents. Et là, il faudra vérifier pour ce qui est de l'adresse. Si vous êtes 2 propriétaires avec 2 modèles différents, peut-être que ça peut fonctionner. Malheureusement, je n'ai pas cette technicalité-là sous la main, mais vérifiez auprès du gouvernement. Là, allez sur le site véhicule électrique du gouvernement du Québec et vous allez probablement trouver réponse à votre question. Michel nous demande si on achète une borne usagée avec une voiture d'occasion, est-ce qu'on a le droit à la subvention? Non, malheureusement, il faut acheter une borne neuve qui va aller avec un véhicule que vous venez d'acheter qui est d'occasion. Donc, la borne doit être neuve. Puis encore une fois, le gouvernement veut s'assurer de ne pas donner 2 subventions sur le même produit. C'est un peu toujours le même principe. Denis qui nous demande, en terminant, si une borne résidentielle nécessite plutôt une prise de 40 ampères de cuisinière plutôt qu'une prise de 30 ampères de sécheuse. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Il y a plusieurs modèles qui fonctionnent avec 30 ampères et il y en a d'autres qui nécessitent effectivement un circuit de 40 ampères. Donc, selon le modèle que vous allez acheter, vous allez devoir faire installer une prise et un circuit, un disjoncteur ou un circuit différent là, dans votre entrée électrique. Donc, c'est une très bonne question. Il y a des nuances à faire de ce côté-là. Alors, on y est finalement. On a le beau jeu au Québec parce que le choix de véhicules électriques est sans cesse croissant. La technologie évolue rapidement. L'infrastructure de recharge, on l'a vu, elle est très solide. Et enfin, l'énergie, elle est abondante au Québec. On peut y accéder partout. Elle est abordable, elle est propre. Alors, profitons-en et lançons-nous dans l'aventure avec un véhicule d'occasion. On espère d'ailleurs avoir répondu à toutes vos questions ou à plusieurs de vos questions sur ce sujet-là qui est assez passionnant puis c'est en développement. Et on vous invite encore une fois, si vous êtes membre CA Québec, à nous appeler au service conseil automobile pour qu'on vous donne plus d'informations et répondre à toutes vos questions. Merci de votre présence et je vous rappelle que tous les webinaires sont enregistrés. Ils sont disponibles sur le site, en fait, sur la page de la Semaine nationale du véhicule électrique du site de Roulons électrique jusqu'au 25 octobre. Et il y a un concours qui vous permet, où vous courez la chance de gagner une location d'1 an d'une Chevrolet Bolt. Alors, allez vous inscrire sur roulonsélectrique.ca. Vous allez voir que c'est une expérience qui va probablement faire changer votre avis si vous n'êtes pas trop sûr. Merci encore de votre attention.